On organise aujourd'hui cette première rencontre sur le thème du numérique et surtout ce qu'on peut se passer du numérique. Enfin, voilà, les intervenants vont vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Si vous êtes lecteur d'Alternative économique, vous savez que vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi également adhérer si vous souhaitez rejoindre notre petit groupe. Et ensuite, on aura l'occasion de discuter, si vous le souhaitez, autour du pot de l'amitié, comme on dit ça. Hop, merci François. Donc je vais finir les présentations. Donc François t'a présenté Gaëtan, qui est adjoint au maire de Villeurbanne en charge de la qualité des services publics et de la lutte contre la fracture numérique, et qui est aussi data scientist d'une scope, d'une coopérative de services numériques. Et on a également Maryse Artiguelon, si je prononce bien, qui est membre du bureau national de la Ligue des droits de l'homme et responsable du groupe de travail Liberté et technologie de l'information et de la communication. Et Emma Laribo, qui est responsable de l'espace de solidarité numérique de Lyon, Emmaüs Connect, en charge des partenariats avec les acteurs sociaux. L'idée, c'est qu'on va vous laisser la parole, on va faire un premier tour de parole avec l'intervenant avant d'échanger avec vous, et on a pas mal de questions, quelques personnes qui ont rempli les questions de la fiche à l'entrée. Peut-être, première question pour Gaëtan. À Villeurbanne, vous avez voté, initié ici à la mairie, une délibération sur le droit. Vous avez voté une délibération sur le droit au non numérique. Est-ce que vous pouvez en dire plus? Comment c'est né? C'est quoi l'objectif? Ça vient d'où? Merci. J'ai cru que ma délibération allait s'appliquer et du coup qu'on avait coupé tous les accès électriques de la ville en direct. Non, du coup, le contexte, c'est que en 2020, donc aux dernières municipales, l'élection municipale, on a pu voir, en tout cas, j'en suis un exemple, mais vous en avez sûrement dans d'autres villes d'autres exemples. On a eu un essor un peu des délégations, donc au niveau des mairies, aussi, au niveau du numérique. C'est-à-dire qu'on a eu de plus en plus d'élus au numérique. Alors, moi, ça se traduit sur la lutte contre la fracture numérique, des fois c'est la transformation numérique, en fonction de, on va dire, l'obédience politique de la commune, on va avoir telle ou telle sensibilité qui va être mise en place. Et donc ça, c'est le premier, en fait, c'est un acte pour moi qui est un peu quand même un peu fondateur dans le récit que j'ai envie de construire. C'est que de plus en plus, on a voulu mettre la question du numérique à un niveau politique. C'est-à-dire que historiquement, dans les collectivités, que ce soit les régions, les communes, etc., la question du numérique était souvent uniquement traitée par la direction des systèmes d'information. Donc c'était très technique, c'est-à-dire quel système d'information on va mettre, quel outil, quel logiciel on va installer. Enfin voilà, la question numérique passait uniquement par la technique pure. Et à partir de 2020, enfin je sais pas si c'est à partir, mais y a un acte qui se dit, bah, de plus en plus les politiques ont envie de prendre à bras le corps cette question-là, et à titre personnel, j'ai envie justement de la politiser, c'est-à-dire de se dire que non, le numérique c'est pas juste une question technique, c'est aussi une question de société, c'est quelque chose qui, et quand on regarde les remarques qui sont faites, en fait c'est quelque chose qui impacte la vie de tous les jours. Et donc, euh, pour la délibération sur le droit au non numérique, ça se traduit justement par tout ce constat, tout ce contexte qu'on fait sur la question de la précarité numérique. C'est-à-dire que, alors à Villeurbanne, on fait ce constat, mais les bases sur lesquelles enfin les textes sur lesquels on se base sont plus nationaux, les statistiques, sur la question de l'électronisme, sur la question de la fracture numérique, et donc nous on aime bien parler de précarité avec un S numérique, c'est qu'en fait tous et toutes, à un moment de notre vie, on va justement être confronté à une situation de précarité. Ça peut aller ça peut aller de l'inscription à une soirée jusqu'à comment on fait ses impôts en ligne, etc., etc. Tout un tas de services qui peuvent nous poser problème. Et donc, face à ça, on a plusieurs choix. En tout cas, à Villeurbanne, sur nos politiques publiques, on essaye de mener les choses sur deux jambes. Soit on met en place des mesures qui sont dites compensatrices, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, faire
il y a un bon exemple parce que la personne vient d'arriver, on va pouvoir faire du don de matériel reconditionné sous système libre, par exemple avec Linux, à des personnes qui seraient en situation de précarité, c'est-à-dire qui n'ont pas accès à du matériel informatique, donc on va faire du don ou alors de l'achat solidaire sur ce matériel-là. Donc là, on compense le manque qui peut arriver sur cette situation de précarité numérique, ou alors, autre jambe dans notre action, c'est les mesures de transformation, c'est-à-dire comment on essaye de plutôt prendre l'aspect d'un point de vue global, systémique, pour régler le problème qu'on a pu analyser. Et donc c'est comme ça qu'est né et qui a été sortie la délibération en octobre dernier, donc en octobre 2023, qui se dit, qui instaure à Villeurbanne, donc je parle pour la ville de Villeurbanne, le droit au non numérique. Ça fait sourire à chaque fois que l'adjoint au numérique sorte une délibération sur le non numérique, mais le message derrière ça, c'est le fait de garantir une alternative non numérique pour l'ensemble des services proposés par la ville. Alors ça, c'est la formulation belle pour dire ce que je viens de raconter. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que pour chacun des services que la ville délivre, inscription en crèche, inscription à la piscine, enfin réservation de créneaux de piscine, inscription de ses enfants en colonie de vacances, etc., etc. Voilà, vous avez une soixantaine de services que la ville propose, de services que la ville propose, et ben il y a toujours une alternative. La ville garantit par délibération, c'est-à-dire par voie du conseil municipal, elle garantit le fait qu'il y ait toujours une alternative en numérique. C'est-à-dire globalement un humain et enfin l'humain qui soit en guichet, au téléphone ou en formulaire papier. C'est-à-dire qu'on s'interdit le fait que pour accéder à des réunions publiques, pour inscrire son enfant à la crèche, on doit passer par un site internet. On doit avoir toujours une interface numérique. On n'interdit pas l'interface numérique, on garantit toujours une alternative pour justement pallier les manques qu'on peut et le problème de l'illectronisme à Villeurbanne en tout cas. Et donc je terminerai sur, en plus cette délibération, elle nous fait créer, on a pu créer un réseau d'acteurs, c'est-à-dire que sur la ville de Villeurbanne, vous avez des assos, vous avez des centres sociaux, vous avez même des entreprises en fait, qui ont l'inscription de l'inclusion numérique, de la lutte contre la fracture numérique dans leur action. Et donc, ces personnes-là, on les met en réseau au niveau de la ville, justement pour se dire, bah, en fait, on a tous des bonnes pratiques par rapport, on a tous ce constat-là. Vous allez dans n'importe quelle association, n'importe quel centre social, bah, vous avez ce message qui est donné de bah, j'ai de plus en plus de gens qui viennent me voir, et du coup ça permettra de faire la bascule peut-être avec les autres intervenantes, on a de plus en plus de gens qui sont dans des situations de j'arrive pas à faire mes impôts, j'arrive pas à m'inscrire sur ce site-là, j'arrive pas à refaire ma carte d'identité, parce que des sites web, etc., etc. Et bah, en mettant ces bonnes actions et ces bonnes pratiques en réseau, on est capable justement de trouver les bonnes mesures et les bonnes actions à mener. Donc voilà globalement, en quelques mots, l'action de Villeurbanne sur cette question-là. Bah merci, effectivement, ça fait une excellente transition pour Emma de Emmaüs Connect, justement, une de ces structures-là, même si c'est pas à Villeurbanne, c'est à Lyon, c'est pas très loin. Est-ce que vous pouvez, du coup, Emma, peut-être présenter rapidement Emmaüs Connect et l'espace de solidarité numérique que vous avez à Lyon, et notamment de quoi vous êtes témoin dans le travail avec les structures sociales de ces fractures numériques? Oui, du coup, je suis responsable de l'espace de solidarité numérique à Lyon, dans l'association Emmaüs Connect. C'est une association qui fait partie du mouvement Emmaüs, c'est pour ça qu'on a aussi gardé Emmaüs dans notre nom. Pour la petite histoire, on a fêté nos 10 ans il y a l'année dernière. On a déposé les statuts en 2013. Et en fait, pourquoi Emmaüs Connect a été créé ? C'est justement Emmaüs Défi qui s'est posé la question des nouvelles précarités en 2010. Et suite à une étude de l'INSEE qui mettait en avant en fait le panier moyen d'un Français alloué à la connexion, enfin au numérique de manière générale, mais c'était surtout à la connexion. On s'est rendu compte qu'en fait c'était assez élevé, autant qu'on soit en précarité ou dans d'une classe sociale plus élevée. Et on part de ce constat-là, justement, en 2010, en se disant
C'était aussi avant qu'il y ait Free sur le marché. Je ne sais pas si vous aviez à cette époque-là un forfait déjà, mais les forfaits étaient vraiment très chers, entre 35, 40, voire même plus. Et ils sont partis de ce constat-là en se disant, en fait, il y a plein de gens qui, de fait, sont exclus pour des questions financières, mais pas que, de cet accès à la connexion principalement. Donc ils ont travaillé pendant 3 ans. En 2013, Emmaüs Connect devient Emmaüs Connect. Et on s'est concentré, donc bien sûr sur la connexion, mais aussi sur la question de l'équipement et bien sûr de l'apprentissage aux usages de base du numérique. Donc en fait, Emmaüs Connect, aujourd'hui, on est implanté dans plusieurs villes de France, mais pas que, aussi dans des territoires ruraux. À la base, on a été créé à Paris dans le 19e et très rapidement, nous, on a une antenne à Lyon depuis 2014. On est basé dans le 8e arrondissement au 104 route de Vienne. On va bientôt déménager pour avoir un espace plus grand. Et nos missions, concrètement, effectivement, c'est de lutter contre cette fracture numérique en proposant justement des solutions de connexion à prix solidaire, d'équipement à prix solidaire, donc d'équipement reconditionné, et aussi de cours, enfin on donne des formations, de cours à l'utilisation de ces outils. Emmaüs Connect, donc nous on n'est pas une association, enfin on n'est pas comme chez Emmaüs, on ne peut pas arriver et venir acheter de quoi, enfin par exemple un ordinateur ou un smartphone. Il faut, donc nous on travaille qu'avec des structures sociales, donc il faut avoir été orienté par une structure sociale. Donc ça c'est une partie de mon travail, c'est de faire des partenariats avec les structures sociales, autant des associations que des institutionnels, par exemple la métropole de Lyon, les villes, les CCAS, etc. Où justement on va travailler main dans la main avec les travailleurs sociaux, dont c'est le métier, effectivement, d'accompagner les personnes et de juger avec la personne si elle a un besoin justement sur le numérique. Et quel type de besoin, est-ce que c'en est plusieurs, est-ce que c'en est seulement un, l'équipement par exemple. De là, la personne, et avec le travailleur social, remplit un bon d'orientation et la personne vient s'inscrire chez nous. On lui explique justement en quoi on peut l'aider selon ses besoins, et derrière, elle a accès à nos services de manière inconditionnelle. Donc aujourd'hui, nous, peut-être pour répondre aussi à ta question, c'est globalement, nous, l'idée, c'est de travailler, donc bien sûr, en lien avec les publics les plus précaires, financièrement, etc., mais aussi main dans la main avec les travailleurs sociaux qui sont aussi les premiers acteurs de cette dématérialisation des services publics, puisqu'en fait, de fait, ils ont toute la charge, enfin, ils ont la charge d'accompagner la personne, c'est le métier, hein, c'est leur métier d'accompagner la personne sur l'accès aux droits, etc. Par contre, ils sont confrontés aussi à cette accélération de la numérisation, et ils se rendent compte qu'en fait ils doivent eux aussi former parfois les personnes sur le numérique, alors que c'est pas non plus leur métier de base. Donc c'est en cela qu'Emmaüs Connect travaille avec les travailleurs sociaux. Nous, on a un organisme aussi de formation, on forme des travailleurs sociaux. Donc, depuis 2013, on a formé plus de 13 000 travailleurs sociaux dans l'idée de justement dire qu'ils ne sont pas seuls sur cette dématérialisation et du coup affronter ensemble ces précarités numériques. Peut-être que je m'étendrai peut-être sur le sujet peut-être après si vous avez des questions, etc. Mais globalement, c'est ce qu'Emmaüs Connect, fait. Et puis je passe. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Un service juridique qui est totalement débordé par les demandes d'étrangers qui veulent régulariser leur situation. Mais donc, sur la question des étrangers, on a travaillé avec toutes les associations de soutien aux étrangers, que ce soit Gistil, la DDE, enfin tous les avocats en défense des droits des étrangers. Voilà. Donc on a constaté que depuis 2019,
les demandes, soit les dépôts de demandes de papier, soit les renouvellements, ne se faisaient plus au guichet. Donc, bon, je ne sais pas, vous aviez peut-être vu les files d'attente devant les préfectures, les personnes venaient à 3 heures du matin pour être sûres de rentrer dans la préfecture. Alors maintenant, les files d'attente ont disparu. Les files d'attente, elles sont sur Internet, dans le numérique, puisque le gouvernement a mis en place l'administration nationale des étrangers en France, la NEF, donc qui est une plateforme sur laquelle les étrangers peuvent demander un rendez-vous en préfecture ou déposer une demande soit de papier directement, soit de renouvellement de titre de séjour. Sauf que pour obtenir un rendez-vous sur cette plateforme, quand elle fonctionne, il faut au minimum 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a des personnes qui attendent depuis plus d'1 an un rendez-vous en préfecture. Et donc il y a des ONG de soutien aux étrangers qui ont attaqué les préfectures au tribunal administratif, et on a fini par aller au Conseil d'État. Et le Conseil d'État a dit que c'était illégal d'imposer les demandes uniquement par le numérique, sauf que le Conseil d'État, c'est pas son rôle, mais derrière, le gouvernement n'a rien mis en place pour donner l'accès au guichet. Et voilà, donc c'est vraiment un cercle infernal, parce que quand, notamment pour le renouvellement de titres de séjour, des personnes qui étaient en séjour régulier, qui avaient droit qui travaillaient, qui avaient droit à un logement, etc., se retrouvent en séjour irrégulier et perdent tous leurs droits. Et j'ai pas l'habitude de dramatiser sur des questions de droits de l'homme, mais vous avez peut-être entendu cette information à Armentières, je pense que c'était au mois de novembre ou décembre. Il y a un bébé de 3 mois qui est mort d'intoxication, parce que sa maman avait perdu tous ses droits, et dans la nuit, comme il faisait très froid, elle a allumé un brasero, et elle s'est réveillée à moitié comateuse, son compagnon aussi, et quand elle s'est réveillée, le bébé de 3 mois était mort. Et comment on en est arrivé là? C'est une jeune femme qui venait de Côte d'Ivoire pour échapper à l'excision, qui a traversé le désert, qui est arrivée en Algérie, en Libye, qui a été violée, qui a été emprisonnée en Libye, qui a traversé la Méditerranée comme tant d'autres migrants, et qui avait finalement vu sa situation régularisée. Sauf qu'au moment du renouvellement de son titre de séjour, elle a été victime du numérique, si on peut dire, et de l'accès en préfecture. Elle a tout essayé, l'assistante sociale qui la suivait a tout essayé. Elle est allée à la préfecture, elle n'a pas été reçue. Enfin, il y a vraiment... et donc, coupure d'électricité, donc pas de chauffage, et c'est tout ça qu'elle a mis un bras zéro. Donc, son avocate... en fait, elle devait avoir un rendez-vous avec EDF pour lui remettre le courant, parce que elle avait fini par son avocate avait fini par débloquer sa situation, et le rendez-vous avec l'EDF devait avoir lieu 2 ou 3 jours après. Et, évidemment, il y a eu un incendie dans l'appartement en plus, donc elle a évidemment été logée ailleurs, mais son avocate dit: c'est la première fois que je vois qu'une dématérialisation donc voilà, bon, je veux pas plomber l'atmosphère, mais je pense qu'il faudrait que nos gouvernants prennent conscience de cet état de fait. Alors vous m'avez posé aussi la question sur les caisses d'allocation familiale, c'est ça? J'en parle tout de suite, ou comme vous voulez. Donc je continue sur donc pardon. Sur les décisions algorithmiques des caisses d'allocation familiale. Vous avez peut-être entendu parler de ça aussi, et il y a donc un collectif d'associations qui s'appelle Changer de Cap, qui réunit de très nombreuses associations qui travaillent sur différents sujets, mais notamment les droits sociaux, les droits numériques, et qui je ne sais pas plus comment ça a commencé, mais ils ont demandé
des témoignages de personnes qui avaient vu leurs droits au RSA, aux allocations familiales, ou aux allocations logement, ou aux allocations adultes handicapés supprimées, ou qui avaient eu des contrôles. Et en fait, ils ont eu changé de cap. Les personnes qui sont toutes bénévoles, évidemment, ont reçu énormément de témoignages. Et donc, ça a incité à aller un petit peu plus loin. Et en fait, changé de cap s'est rendu compte que il y avait des algorithmes qui, en fait, décidaient qui allait être contrôlé. Et donc, il y a la Quadrature du Net, donc, qui est une organisation de défense des droits numériques, qui a obtenu le code source de ces algorithmes et qui a conclu, qui a constaté que, en fait, il y avait en fonction de l'habitat, d'endroits où les personnes habitent, en fonction de la situation sociale, les parents isolés, les personnes qui sont au chômage, les personnes qui habitent dans des banlieues à problème, si on veut. Il y a différents facteurs qui rentrent en ligne de compte et qui sont donc analysés par ces algorithmes et qui déterminent, donc c'est un score qui va de 0 à 1, et donc plus vous êtes près de 1 et plus vous avez des chances d'être contrôlé. Alors, bon, il faut savoir encore une fois que les personnes qui reçoivent ces allocations font des déclarations, alors je crois que c'est tous les trimestres, mais ces déclarations se font pas au guichet des CAF, évidemment, il n'y a plus personne qui peut accéder au guichet des CAF pratiquement. Donc ça se fait par Internet. Et on a évidemment des personnes qui sont en situation précaire et éventuellement en situation d'électronisme, qui n'ont pas forcément les moyens éventuellement d'avoir Internet chez eux. Donc il peut y avoir des erreurs dans les déclarations, mais pas forcément. Et donc les algorithmes décident qui va être contrôlé, donc il y a des contrôles qui sont faits, des contrôleurs qui arrivent chez ces personnes-là sans information préalable, mais il y a aussi des suppressions d'allocations qui se font sans information préalable, et il y a pire que ça, parce que ces algorithmes qui décident des contrôles recherchent évidemment les fraudeurs et recherchent ce qu'on appelle les indus, donc les sommes trop perçues, et il y a parfois des prélèvements de soi-disant indus directement sur les comptes bancaires, alors que les personnes ne sont même pas informées qu'il va y avoir ces prélèvements. Donc, ça veut dire que les personnes se retrouvent endettées, en situation de précarité, ça peut aller jusqu'à perte de logement, etc. Donc, la Caisse nationale d'allocation familiale considère que cet algorithme n'a aucun problème. Le président, le directeur, je sais plus, Nicolas Grivel, a été auditionné par la commission des lois, je ne sais plus si c'est du Sénat ou de l'Assemblée nationale, je crois que c'est le Sénat, et il a dit qu'il n'y avait pas de problème avec cet algorithme. Et donc il n'est pas prêt à le faire modifier. Il n'est pas prêt à... Enfin, il y a eu quelques emplois qui ont été créés à la dernière commission de gestion des caisses d'allocation familiale. Il y a quelques emplois créés, mais c'est pas forcément pour mettre des personnes derrière les guichets. Donc on est encore une fois sur des situations de grande précarité et d'injustice flagrante. Et le plus gros score pour prendre des risques, pour être contrôlé, si je puis dire, c'est quand on est adulte handicapé et qu'on a un emploi. Donc c'est pas forcément encourageant. Je veux dire que ça n'encourage pas à essayer de travailler quand on est adulte handicapé. Voilà, donc je peux arrêter là, mais je pourrais continuer pour revenir. Donc Gaëtan, deuxième question, une fois qu'on a posé ce constat, on fait quoi ? Et vous avez un peu travaillé plus largement sur la méthodologie pour aborder ces questions. Qu'est-ce que du coup vous en retirez ? Comment aborder
politiquement ces enjeux-là? Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? On essaie de changer le monde, quoi. Mais ça, c'est comme toujours. C'est notre ligne conductrice. Non, sur la méthodologie. Alors, je suis pas grand, je suis pas Superman, ni j'ai aucun super pouvoir, mais j'ai quelques idées. Enfin, on essaie d'avoir des idées. Sur la question en fait, sur le contexte, quand on prépare cette soirée et qu'on pose la question de, je rappelle, peut-on vivre sans le numérique? Là, au vu des témoignages, et je pense qu'on pourrait continuer, et justement, le témoignage, ça fait partie de la méthodologie pour moi. À partir des témoignages des personnes qu'on croise, en fait, on pourrait les faire défiler. Hein. Je peux vous faire des... J'ai Remzi, 23 ans, c'est une vraie galère, je dois me déplacer pour prendre mes rendez-vous à Pôle emploi, et ensuite y retourner parce que ça ne marche pas sur Internet, ma mère ne parle pas français, je dois faire pour elle. Émile, 58 ans, je demande à mes enfants pour les démarches. Tout seul, je ne peux pas, c'est compliqué pour moi, je préfère me déplacer. Zora, 58 ans, maintenant, c'est nous qui faisons tout avec l'informatique. Avant, c'était l'administration qui faisait. Des gens perdent leurs droits à cause de ça, c'est trop compliqué, etc., etc. En fait, la question peut-on vivre sans numérique, j'ai envie de vous dire, en fait, on ne vous pose pas la question. Enfin, personne ne pose la question. Personne se dit même... est-ce que oui ou non, on devrait vivre avec plus, moins quel service on devrait numériser ou pas? En fait, c'est ça le constat qui m'a alimenté. C'est vraiment que il y a une opposition entre ceux qui font l'incantation, et donc malheureusement, souvent les gouvernants, quand on voit les conséquences sur les services publics, mais même les entreprises privées qui fonctionnent comme ça, parce que ça marche, parce que c'est plus facile, parce que c'est le progrès, parce qu'on va plus vite, etc., etc. Mais en fait, en allant plus vite, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui sont mis sur le trottoir et qui vont jusqu'à, encore une fois, quand vous n'arrivez pas un soir à réserver un resto ou un spectacle, j'ai envie de dire, limite, ça va, c'est pas si grave que ça, les conséquences du tout numérique. Quand ça en vient jusqu'à la mort d'une personne, enfin d'un enfant, à cause de justement le non-accès aux droits des personnes, là ça devient plus concret. Mais en fait, justement, il y a cette opposition qui se fait entre les personnes qui se disent en fait, il faut accélérer, il faut aller de l'avant, il y a une course et la France va avoir du retard. C'est ce qui se passe avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. On va avoir du retard, il y a les Américains, il y a les Chinois, il faut aller plus vite, il faut tout numériser, il faut avoir des intelligences artificielles qui devinent avant que vous ayez même l'idée de ce que vous voulez manger ce soir, que l'intelligence artificielle, elle vous dise ce que vous allez manger ce soir. Enfin bref, je vous fais pas le constat complet, mais il y a cette opposition du coup entre ce discours-là et le discours de hop, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un peu de recul sur tout ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose de mieux? Et finalement, qu'est-ce que c'est que le progrès, quoi? Le progrès dans son sens large, est-ce que c'est toujours, encore, et j'en passe et des meilleurs, du tout numérique? Et donc, toutes ces questions-là que je me suis posées, qu'on se pose quand on aborde cette question politique du numérique, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Et les témoignages que je vous ai donnés, c'est notamment des témoignages qu'on a récoltés sur Villeurbanne en allant justement auprès, c'est je dis méthode ou technique, enfin bref, une action, un type d'action qu'on a pu mener, qui s'appelle les panneaux mobiles, c'est-à-dire qu'on prend une grande pancarte qu'on met dans nos mains, on pose une question dessus, alors la question ça peut être, on avait essayé avec peut-on vivre sans téléphone portable? Est-ce que les ordinateurs vont nous remplacer au travail? Voilà, des questions un peu provocantes, et on arrive tout de suite, c'est ça qui est génial, avec en fait, les personnes, ils ont des choses à dire, ils ont de la matière. C'est pour ça que je parle de témoignage versus, face à l'incantation et le mythe politique. C'est que quand on va auprès des gens et quand on parle de la question du numérique, et je pense que vous en êtes aussi un exemple ce soir quand je regarde les différentes. Globalement, vous n'êtes pas là pour dire du bien du numérique quand je vois la dernière question. Mais bon, c'était un peu dans le titre quand même. Et en fait, on se rend compte que les gens, ils ont tous une anecdote, ils ont tous quelque chose à raconter sur ça. Et moi, en fait, le fait de me dire qu'il y a justement beaucoup à dire et beaucoup de témoignages là-dessus, ça me fait me dire, et c'est tout le sens de mon engagement politique, ça me fait dire qu'il y a un problème. Et que vu qu'il y a un problème, il faut essayer de le résoudre et essayer de se dire...
bah en fait, vous avez envie, pour revenir au tout début de mon propos, on vous pose jamais la question du peut-on vivre sans numérique. Bah en fait, j'ai envie de poser la question, si, il faut se la poser. Il faut se poser la question de tel service public, tel même service, est-ce que, et ça c'est mon grand combat, est-ce que ce QR code à la place de la carte au restaurant, est-ce qu'il est nécessaire en dehors du Covid? Alors vous nous avez passé la pilule, si je peux dire, avec le Covid, que du coup c'était plus propre d'avoir le scanner du QR code à la place de la carte qu'on se passe. Mais en fait, imaginez une personne maintenant, je ne sais pas si vous êtes allé récemment à la Part-Dieu, ils ont tout le dernier étage, c'est que des restaurants avec plein de stands. C'est la 5e dimension. Hein. Quand vous arrivez maintenant pour aller commander à manger, en fait vous arrivez devant une borne. Si vous allez naïvement, moi je suis arrivé, je vois des gens au guichet qui préparent des sandwichs, je me dis bah c'est là où je vais aller pour aller récupérer pour aller faire ma commande de sandwich. Ouh là là, un grand espèce de médiévaliste du 15e siècle. Tu ne dois pas aller voir la personne pour commander. Tu dois aller voir la borne avant. Parce que si tu vas voir directement la personne, c'est pas ça le processus. Et donc en fait, on se retrouve des fois dans une sorte d'oppression. Je dis ça avec le sourire, c'est pas grave, je m'en sors très bien avec la tablette et la borne et ça se passe bien. Mais en fait, vous voyez que dans toutes les sphères un peu de la société, il y a cet imaginaire qui est à faire en fait, de peut-on vivre sans le numérique? Bah, en fait, il y a la question qui se pose. Et dernier exemple qui est plus politique sur la partie villeurbannaise, aujourd'hui, pour vous situer le contexte, l'Astrobal, salle mythique donc, du club de basketball de Villeurbanne, l'Asvel. Certains diront le meilleur club de basket de France. Mais cette salle, le fait est que par son infrastructure, par la taille de ses murs, par voilà, le réseau, il passe mal. Donc en fait, ça fait des années qu'on est sollicité sur la question de il faudra mettre le Wi-Fi pour qu'elle soit plus moderne, etc. Et en fait, moi, je me pose la question de, au-delà des arbitrages budgétaires qui font que c'est un peu cher de mettre le Wi-Fi dans cette salle, et que du coup, ça nous arrange bien de ne pas le mettre pour l'instant. En fait, il y a même une lutte de l'imaginaire que moi je donne, c'est de dire, bah en fait, non, on va créer, quand vous venez à l'Astrobal, moi j'en crée, je crée dans mon imaginaire et dans ma volonté politique, je crée une zone de non-Wi-Fi. Ici, on n'est pas connecté, et c'est très bien, parce qu'en fait, on est connecté pourquoi? Pourquoi vous êtes venu à l'Astrobal? Vous n'êtes pas venu à l'Astrobal pour scroller, enfin pour défiler, pardon pour les anglicismes, des formations professionnelles. Vous n'êtes pas là pour défiler votre fil Instagram ou voir les photos même de vos petits-enfants qui sont à l'autre bout du monde. Vous êtes venu là pour voir un match de basket. C'est ce que l'Astrobal vous propose. C'est une zone de déconnexion totale. Vous venez, il n'y a pas le Wi-Fi, ça capte pas. Vous venez voir le match de basket, c'est très bien comme ça. Et en fait, c'est par ces exemples-là que je me dis, on essaie de créer un autre monde en fait, qui est possible. Donc, voilà, c'est mon utopie personnelle et je tiens à la garder là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas refaire le monde en 2 minutes. Non, mais enfin, déjà, je partirai parce que je me rends compte que j'ai pas parlé du slogan d'Emmaüs Connect qui est de faire du numérique une chance pour tous et pour toutes. Donc, effectivement, avec cet intitulé de soirée droit au non numérique, on est plutôt pas à contre-courant, mais en fait, je rejoindrai ce pourquoi je suis ici au nom d'Emmaüs Connect ce soir, c'est qu'en fait, c'est aussi donner le choix d'eux. C'est-à-dire que la plupart des personnes que nous, en tout cas, on rencontre tous les jours, au quotidien, c'est plutôt des personnes qui, à un moment donné, n'ont pas eu le choix et du coup sont découragées, n'ont plus confiance en elles, pensent que pour elles, c'est pas pour elles le numérique. Alors peut-être, effectivement, et on n'est pas obligé de. Par contre, effectivement, c'est de leur donner tous les outils, toutes les clés en main pour qu'elles puissent choisir par la suite. Et tout à l'heure, quand Maryse, tu parlais, ça m'a aussi fait penser à un chiffre que j'ai oublié de citer, c'est qu'il y a quand même une personne sur 3, donc c'est un chiffre qui date de 2021 sur le baromètre du numérique, une personne sur 3 en 2021 qui a renoncé à effectuer une démarche, à aller jusqu'au bout d'une démarche administrative. Et du coup,
quand on me pose la question de qu'est-ce que nous on fait, en fait, c'est-à-dire qu'on justement on redonne du pouvoir, on essaye quotidiennement de redonner au moins du pouvoir, effectivement à travers le numérique, pouvoir d'agir aux personnes qui sont les plus exclues, en disant, ben en fait, on va vous former, on va vous donner accès à prix plus réduit à des équipements numériques qui coûtent très cher, qui sont parfois plus chers qu'un SMIC, enfin voilà. On va vous donner accès à de la connexion à prix solidaire parce que 45% des personnes qu'on accompagne aujourd'hui n'ont pas de compte courant parce que du coup, de fait, elles ne peuvent pas prétendre à un forfait mensualisé, etc. Donc on va leur donner la possibilité d'avoir ça, d'avoir une connexion effectivement de 15 gigas par exemple par mois. Cette connexion-là, elle va leur coûter 3 euros, mais déjà, ils pourront avoir accès et choisir le moment où ils pourront avoir accès. Donc, à cette question, on y répond en essayant quotidiennement de redonner ce pouvoir d'agir aux personnes qui sont les plus concernées par effectivement cette dématérialisation qui est quand même extrêmement violente et qui s'est accélérée depuis 10 ans. Et forcément, Emmaüs Connect au niveau plus, je dirais politique, mais en tout cas peut-être plus dans nos objectifs et nos missions qu'on se donne depuis notre création, mais d'autant plus aujourd'hui, ça va être de rematérialiser effectivement les services publics. On travaille aussi avec des villes un peu partout en France, mais aussi par exemple avec la CAF. Justement, on est en lien aussi avec des structures institutionnelles pour avoir ce dialogue et dire en fait il faut donner cette alternative là parce qu'en fait du coup derrière ça va peser sur les travailleurs sociaux qui accompagnent ces personnes là. Et je voudrais aussi noter, donner un autre chiffre, c'est que nous chez Emmaüs Connect on avait organisé un formulaire, des questionnaires à destination des travailleurs sociaux un peu partout en France et pour leur demander comment ils se sentaient aussi sur le numérique, etc. Et 75% d'entre eux avaient cette sensation, voire même faisaient à la place de la personne qu'ils accompagnaient. Donc il n'y a rien de plus aussi frustrant et dépossédant dans notre travail qui est d'aider la personne et de se rendre compte qu'en fait finalement on ne l'aide pas, on fait juste du palliatif, on fait juste dans l'urgence parce que effectivement si la personne n'a pas fait cette démarche d'accès au droit, du coup elle n'aura pas effectivement cette aide, etc. Donc nous, ça va être vraiment d'un côté bien sûr de militer pour cette rematérialisation, en tout cas d'avoir ce droit à la connexion, mais aussi ce droit à la déconnexion. On fait beaucoup de sensibilisation auprès des personnes, de leur dire en fait, vous pouvez avoir le choix, par exemple, tu parlais de Linux tout à l'heure, on vend aussi des ordinateurs sous Linux en expliquant que voilà, est-ce que vous avez envie on va les former sur ça, en expliquant aussi, c'est peut-être ce qui est un peu moins commun aujourd'hui, mais de leur donner aussi les options et les outils pour qu'ils puissent choisir en bonne conscience et en étant outillés. Donc voilà, pour répondre à la question. Oui, alors les maisons France Service, c'est un gros succès d'Emmanuel Macron après les grands débats qui ont suivi on appelle la crise des gilets jaunes. Mais parlant de Macron, ça me fait penser que dans sa dernière conférence de presse, il a parlé à propos de l'inflation et des personnes qui n'ont pas de quoi vivre, dénonçant le fait qu'elle dépensait des fortunes pour il n'a pas dit de numérique, mais pour des abonnements, etc. On a envie de lui dire quand même, mais à qui la faute si les gens sont obligés de dépenser des fortunes alors quand ils ne connaissent pas Emmaüs Connect ou quand ils ne connaissent pas les maisons France Service. Donc les maisons France Service, il y en a à peu près 2500 en France. L'ambition, c'était d'avoir un lieu où on pouvait faire toutes les démarches administratives à moins de 30 minutes de chez soi. Alors, je ne crois pas que 2500 maisons France Connect, ça permette à tous les Français d'avoir ce lieu à moins de 30 minutes de chez lui, ou alors c'est en supersonique. Mais bon, je pense que c'est un petit peu ce qu'Emma a expliqué, c'est que alors
apparemment, les usagers sont contents, d'après le rapport qui a été fait par le Sénat en 2022. Mais moi, je pense qu'il y a quand même des problèmes. Alors, en fait, que bon, les usagers sont contents, mais on ne parle pas de tous ceux qui n'y ont même pas accès. Mais c'est aussi le problème de la dépossession des compétences qui sont nécessaires pour ces personnes qui travaillent dans les maisons France Service, puisqu'elles en fait, elles font un travail d'assistante sociale et éventuellement de formateur aux outils numériques. Sauf que la plupart du temps, elles font à la place au lieu de faire avec, parce que c'est quand même très compliqué d'expliquer comment, surtout avec des plateformes qui fonctionnent pas bien. Alors, il y a même des maisons France Service dans lesquelles le Wi-Fi tombe en panne en permanence. C'est pas la salle de basket de Villeurbanne, mais donc les personnes sont obligées de renvoyer les gens chez eux parce qu'ils n'arrivent pas à faire les démarches souhaitées. Donc ça pose le problème effectivement de la confidentialité et de la sécurité des données personnelles, parce que c'est des compétences qu'il faut avoir en plus. Ça pose le problème de la confidentialité par rapport à... Alors, il y a des assistantes sociales qui travaillent dans ces... Il y a des gens qui ont des compétences importantes, hein, mais il y a aussi beaucoup de services civiques. Je n'ai absolument rien contre les personnes qui font un service civique, plutôt sur le concept, bon, mais c'est pas le sujet ce soir. Mais donc ce seront des personnes qui travaillent là 6 mois, qui n'ont pas forcément toutes les compétences nécessaires et qui voilà, qui sont pas forcément qualifiées pour rendre ces services. Donc voilà, c'est un palliatif, mais je pense que c'est pas vraiment l'idéal. Voilà, donc je suis très critique par rapport à ça, notamment par rapport à la confidentialité. Je trouve que c'est quand même très compliqué d'aller faire ses déclarations de revenus avec quelqu'un voilà, qui peut soit être votre voisin éventuellement, parce que c'est pas un fonctionnaire qui est habilité à... Voilà.